Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Danemark a connu un scénario qui commençait mal lors de cette première journée d'Euro avec, on le sait, le problème cardiaque d'Eriksen et la défaite contre la Finlande. On a eu ensuite une intrigue assez passionnante à suivre avec une défaite contre la Belgique mais où les Danois se sont vraiment bien débrouillés. Et puis ce match couperé, ce match déterminant contre la Russie pour aller chercher une place en phase finale qui a été remportée par les Danois 4-1. L'histoire du Danemark lors de cet Euro est très belle mais ça serait quand même réducteur de considérer cette équipe uniquement par les péripéties qu'elle traverse au cours de cet Euro, puisque quand on plonge un petit peu plus dans le livre, lorsqu'on dépasse la première couverture, on se rend compte que le jeu danois est un jeu talentueux, extrêmement maîtrisé et surtout inattendu aux yeux de l'Europe. Alors pourquoi le Danemark n'est pas une sélection comme les autres ? Le Danemark faisait partie du groupe B et a terminé deuxième derrière la Belgique, devant la Finlande et devant la Russie. Pourtant les débuts étaient très compliqués, on l'a déjà expliqué, 2 défaites lors des 2 premiers matchs contre la Finlande et contre la Belgique. Et puis ensuite on a eu une victoire 4-1 contre la Russie qui envoie les Danois un 8e de finale durant lequel ils ont affronté les Pays de Galles. Un début de match compliqué, puis après ça a très vite déroulé avec un changement micro-tactique dont on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Au final, le Danemark s'est imposé 4-0 contre le Pays de Galles et jouera demain soir, ça dépend quand vous regardez la vidéo, mais jouera en quart de finale contre la République tchèque. Finalement, ce match Danemark-République tchèque, il a pris de la valeur au fur et à mesure de l'avancement du tournoi. Déjà parce que bien sûr, c'est un quart de finale, donc un match à fort enjeu. Et puis parce que la République tchèque et le Danemark ont affiché sur cet Euro un niveau de performance assez étonnant, ce qui nous promet un match très plaisant demain soir. Suite au départ d'Eriksen après l'accident du premier match, le Danemark avait perdu son meilleur joueur, le meilleur joueur technique sur le terrain, sans aucun doute. On pouvait alors se poser des questions sur la faculté des autres joueurs à compenser ce déficit, à se mettre au niveau qu'aurait pu être Eriksen. Au final, les joueurs ne souffrent pas du tout de la comparaison sur cet Euro. On ne critique pas du tout le niveau technique des Danois, il est même aussi très surprenant. Il était légitime de penser que sans Eriksen, ça aurait été plus dur de détacher des joueurs capables de faire des différences individuelles. Et finalement, ce n'est pas du tout le cas, c'est même l'inverse avec notamment Mikkel Damsgaard. Mikkel Damsgaard, jeune joueur de 20 ans qui évolue à la Sampdoria, un club assez moyen de la première division italienne, dans lequel il a joué 35 matchs, mais il a inscrit que 2 buts. Avec l'équipe du Danemark, il n'a joué que 2 matchs amicaux et un match de qualification en Coupe du Monde. Damsgaard, c'était vraiment la grosse inconnue du 11. Il a été installé titulaire à partir du second match et il s'est totalement révélé. Il a révélé ses qualités de vivacité avec le ballon pour évoluer dans des petits périmètres. Il est vraiment très fort dans cet exercice. Et puis, on a aussi un joueur qui ne se cache pas, qui est aussi disponible que ses partenaires offensifs et qui en plus est décisif avec un but totalement génial contre la Russie. Et c'est aussi pour ça qu'on aime l'Euro, puisque ce Mikkel Damsgaard qu'on a découvert et qui fait sensation, on ne sait pas si ça va se poursuivre derrière la compétition et si on va vraiment avoir un grand joueur qui va se développer dans quelques années ou si sa courbe d'évolution a connu un pic avec l'effet Euro, l'effet de la compétition et qui va finalement s'aplanir lorsqu'il va retourner en club. On verra avec le temps. Pour le moment, profitons d'un joueur qui vraiment est un régal sur le terrain en espérant que ça continue pour lui. Voilà, ce joueur Mikkel Damsgaard, je pense que c'est vraiment la surprise de cet Euro, la révélation. En revanche, dans cet effectif danois, même si c'est une sélection assez mineure du paysage footballistique européen, on a quand même des joueurs de qualité, des joueurs renommés. Déjà au cage avec Kasper Schmeichel, le gardien de Leicester, 34 ans, qui enchaîne les saisons, qui était déjà à Leicester lorsque le club était en 2e division, qui a connu le titre et qui fait vraiment partie des murs du club anglais, qui est tout aussi solide sur sa ligne, une véritable valeur sûre, et qui dispose également d'un jeu au pied intéressant, ce qui est toujours bon lorsqu'on est une équipe comme le Danemark qui aime produire du jeu. Sur les ailes, on retrouve 2 pistons dans ce schéma à 3, avec à gauche Melle qui a 24 ans, qui évolue à l'Atalanta, qui compte une vingtaine de matchs cette saison avec l'Atalanta, qu'on commence à connaître de plus en plus. Et puis à droite, un nom qui, si vous l'avez oublié, vous rappellera des souvenirs si vous êtes un suiveur depuis quelques années de la Ligue 1, puisqu'il s'agit de Vaz qui a 32 ans et on se rappelle qui évoluait à Evian Tonon Gaillard lorsqu'ils étaient en Ligue 1. Bon, ça fait
quelques années. Il joue maintenant à Valence, il compte 35 matchs. Les deux pistons sont assez intéressants puisqu'ils ont véritablement le profil qu'on demande à des pistons dans un schéma à 3. On entend par là une générosité en termes de course, un fort volume de jeu et aussi un gros bagage en termes d'endurance. Et puis il y a aussi ce côté polyvalent qu'on attend sur les ailes puisque ce sont des joueurs qui sont amenés à être très haut pour pouvoir attaquer et puis aussi à redescendre très bas pour former une ligne de 5 en phase défensive. Au milieu de terrain, on retrouve de véritables valeurs sûres. Thomas Delaney qui évolue à Dortmund, qui a 29 ans et qui compte une vingtaine de matchs avec le club allemand cette saison. À ses côtés, Pierre-Emile Højbjerg est plus jeune, il a 25 ans, mais compte plus de matchs cette saison avec Tottenham, 38 matchs, une saison complète. C'est précieux pour le Danemark d'avoir de telles garanties dans l'entrejeu, puisque dans ce milieu à deux, ce sont des joueurs qui doivent endosser la casquette de protection des défenseurs centraux lorsqu'il s'agit de ratisser des ballons au milieu de terrain, et puis de faire le relais vers les joueurs offensifs, d'être cette plaque tournante dont on parle souvent sur la chaîne. Et dans ce sens, on remarque deux joueurs qui sont vraiment très bons pour pouvoir jouer dans leur dos en première intention, ce qui est très intéressant pour ajouter de la vitesse au jeu, puisque autour d'eux, ça se projette énormément côté danois. Et puis, ça facilite la verticalité. Les joueurs sont capables de remonter le terrain en 3 passes, sans tergiverser, sans multiplier les touches de balle qui permettraient à l'équipe adverse de se replier. La charnière centrale à 3 est aussi capable de casser les lignes par la passe. On y retrouve Salman Kier qui a 32 ans, qui évolue avec l'AC Milan, comptant 28 matchs cette saison. À ses côtés, Christiansen, qu'on connaît bien, qui a 25 ans, qui a joué un petit peu moins avec Chelsea, 17 matchs cette année. Et puis, on a enfin un peu moins connu Vestergaard, qui a 28 ans et qui évolue à Southampton, qui compte environ une trentaine de matchs. Sur le plan défensif, cette défense à 3 répond parfaitement. Elle est fiable, elle est solide défensivement et physiquement. Et puis, elle joue aussi avec beaucoup de confiance, du moins c'est ce qui semble paraître lorsqu'on la voit évoluer, puisque les défenseurs centraux n'hésitent pas à jaillir très loin sur le porteur de balle. Et c'est exactement la situation qu'on a retrouvée contre la Belgique. Le Danemark fait un super début de match et étouffe totalement l'adversaire belge. Les Belges, à chaque moment qu'il fallait se relancer et chercher un relais vers l'avant, se faisaient couper la relation de passe par le jaillissement d'un défenseur central et se répéter 1, 2, 3 fois. Ça a permis vraiment sur une séquence d'une quinzaine de minutes de compresser l'équipe belge contre sa surface et de mettre une pression qui était assez remarquable. Cette sérénité donnée par les 3 défenseurs danois apporte une sécurité supplémentaire lorsqu'il s'agit d'aller chercher l'adversaire très haut avec un bloc haut. Et on le voit sur cette séquence où on a 5 Danois qui sont projetés assez proches du bloc adverse, du bloc belge, pour pouvoir récupérer le ballon sur la relance de Thibaut Courtois. Ils sont rejoints par 2 autres Danois ensuite pour protéger l'aile et pour couvrir le décrochage d'un relais offensif belge. À travers tout ce qu'on vient de dire, on peut donc qualifier le jeu du Danemark comme offensif avec le ballon et sans le ballon. On pouvait avoir des doutes pour finir de compléter ce 11. On pouvait avoir des doutes sur 2 joueurs, sur Braithwaite et sur Poulsen qui évoluent respectivement dans de grands clubs, au FC Barcelone et puis à Leipzig. En revanche, dans ces clubs-là, ils ne jouent que des bouts de match, alors qu'en sélection, on attend d'eux que ce soit les véritables cadres de l'équipe. Et au final, dans cette compétition, dans cet Euro, ils ne sont pas du tout sous-performants. Et lorsque l'un est blessé, lorsque Poulsen est blessé, on a vu que derrière, il y avait Dolberg pour assurer l'intérim, qu'il a parfaitement fait contre le Pays de Galles, où il marque un doublé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le 11 de cette sélection danoise. Il est important aussi de préciser que pour pouvoir lier ces joueurs, pour pouvoir forger un collectif, il y a aussi une donnée qui a été très importante. Il s'agit du temps. Kier est en sélection depuis 2009, Vass depuis 2011, puis il y a eu ensuite Schmeichel, Braithwaite, Vestergaard et puis Delaney en 2013. Après, en 2014, il y a eu Højbjerg et Poulsen. En 2015, il y a eu Christiansen. Et puis, beaucoup plus tard, en 2020, ils ont été rejoints par Melle et par Damsgaard. Aujourd'hui, dans un football qui va très vite, dans lequel on repère très rapidement les jeunes pépites, les jeunes joueurs de demain, un football dans lequel aussi on va très vite confier des responsabilités aux jeunes joueurs, où on va avoir un turnover assez fréquent, que ce soit dans les sélections ou dans les clubs. On sous-estime parfois l'importance du temps. Cette équipe danoise, elle joue ensemble depuis des années. Chaque joueur ont appris à connaître l'autre et connaissent comment fonctionne l'autre sur le terrain. En gros, ils ont créé à travers les années de véritables automatismes, ce qui fait que maintenant le jeu danois est très naturel. C'est une véritable richesse ce temps. Et puis derrière cette richesse, on a Kasper Hjulmand, coach depuis 2020, qui est un véritable chef d'orchestre pour manœuvrer ce collectif danois.
Sur cet Euro, la philosophie de jeu danoise n'est pas si anodine lorsqu'on remonte de quelques années en arrière, puisqu'il y a eu un véritable virage dans la stratégie de la fédération danoise, un véritable choix, un besoin de créer dans quelques années une équipe, une sélection nationale qui ne propose plus un jeu attentiste, un jeu passif-défensif comme elle pouvait le faire depuis des années, mais qui propose aux supporters danois un véritable spectacle. En ne gardant pas l'ancien entraîneur du Danemark à l'issue de son contrat, AJ Red, le Danemark fait un choix fort et choisit de sortir de son équipe un coach qui est très apprécié par les joueurs. D'ailleurs, c'est une décision qui est assez critiquée. En 2020, en août 2020, arrive donc Hjulmand pour pouvoir le remplacer. Il arrive dans un contexte difficile où il n'est pas forcément attendu, mais il a été repéré par la fédération danoise pour son certain attrait pour la production d'un jeu assez esthétique, d'un beau jeu. C'est ce qu'il avait montré dans le championnat danois avec le FC Nordjylland. Cette décision, elle est assez audacieuse en 2 points. Déjà parce que ce coach n'a été reconnu que nationalement, a majoritairement entraîné au Danemark. Et puis le deuxième point, c'est qu'il a été exporté en Allemagne pour pouvoir apporter ses idées dans un championnat majeur, le championnat de Bundesliga, avec Mayence. Il est resté que 13 matchs, il n'a gagné aucun match et a tout de suite été limogé. C'est donc assez osé de confier les rênes de la sélection danoise à un coach qui présente aussi peu de certitude. Et puis il faut souligner l'audace de la fédération danoise de prétendre pouvoir proposer un jeu difficile, exigeant sur le plan technique lorsqu'on est une sélection mineure du paysage footballistique européen. Aujourd'hui, sur le terrain, on retrouve la récompense du travail de toute une sélection et de toute une fédération pour pouvoir changer les stéréotypes du jeu danois et proposer, mettre en place de nouvelles idées. Aujourd'hui, le Danemark propose un jeu fluide, un jeu offensif. Cette séquence de conservation à l'heure de jeu contre le Pays de Galles est le véritable symbole de cette récitation collective danoise. Et puis, le jeu danois, c'est un jeu très satisfaisant lorsqu'on est spectateur. Tout est fait très justement, avec très peu de déchets techniques, en 1-2 touches de balle maximum. C'est un mécanisme très simple, mais extrêmement bien maîtrisé par les Danois, cette recherche du 3e homme systématique. Sur cette séquence, on voit que le 3e homme a été trouvé 2 fois, et en 4 passes, avec le déplacement parfait de Poulsen. Les Danois se retrouvent de la ligne médiane jusqu'à la surface. Le Danemark maîtrise donc très bien sa partition avec le ballon, mais aussi sans. On retrouve une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de cœur pour aller provoquer la récupération. Le pressing est collectif, chaque joueur répond présent, que ce soit les milieux, les pistons sur les côtés, ou même les attaquants qui sont solidaires avec le reste de l'équipe. Tous les joueurs tirent dans le même sens et Kasper Hjulmand a réussi à fédérer tout son groupe derrière ses idées. Le Danemark est actif, il est acteur du jeu, il est acteur à la récupération, et cette volonté de ne pas être passif, de prendre les choses en main, on la retrouve incarnée à travers le coach, et notamment ce changement tactique. Le Danemark évolue couramment en 3-4-3, et ce 3-4-3 a été mis à mal contre le Pays de Galles en 8e de finale, contre la Russie en 3e match de phase de poule. Et ce qu'on a vu, c'est un changement micro-tactique avec le repositionnement de Christensen qui monte, donc qui est défenseur central et qui monte dans le cœur du jeu en 6. Assez fréquent de voir des équipes qui changent de dispositif dans un match. C'est beaucoup plus rare de voir un seul joueur repositionné. Cette évolution a déstabilisé la Russie et les Pays de Galles en fixant donc l'attention des joueurs adverses. Ça force le bloc à se désorganiser et on le voit sur cette séquence où le mauvais positionnement du milieu gallois attiré par Christensen ouvre un espace, une relation de passe vers Damsgaard devant. Cette variante tactique a surpris autant que le Danemark nous surprend sur cette compétition et montre que cette sélection n'est vraiment pas comme les autres. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir et je prends beaucoup de plaisir à regarder cette équipe danoise encore en lice dans la compétition. Il y aura un match demain soir contre la République tchèque pour décider du destin si l'aventure peut se poursuivre pour les Danois. En tout cas, j'espère que l'analyse vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite vivement à lâcher un petit like à la vidéo, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Je tenais à vous remercier, ça fait très plaisir. On a dépassé le stade des 1000 abonnés. Un premier cap, mais la route est encore longue et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, salut.